Dans l'actualité ce soir, nouvelles interrogations sur un hôpital après la mort d'un enfant de 3 ans. Renvoyé chez lui après une erreur de diagnostic, il a succombé à une infection pulmonaire. Les bonus des patrons sur la sellette, après les banques, les constructeurs automobiles aidés par l'État commencent à renoncer aux leurs. De quoi s'agit-il? Quels sont les montants? Le détail dans un instant. En politique, brusque tension à l'Assemblée nationale. Les députés socialistes ont manifesté à l'intérieur même de l'hémicycle et chanté la Marseillaise. Ils se disent bâillonnés par la réforme de la procédure. Les ravages d'une drogue frelatée, de l'héroïne coupée aux anxiolytiques a provoqué une trentaine d'overdoses en 24 heures en région parisienne. Certaines victimes sont dans le coma. Dans ce journal, notre enquête sur l'économie parallèle. Aux États-Unis, la fête est terminée. Barack Obama passe à l'action. Il suspend tous les procès en cours à Guantanamo et s'investit dans les conflits au Proche-Orient. Enfin, nous irons en Australie où les requins sèment la panique. Une série d'attaques a fait 1 mort et 3 blessés parmi les plongeurs et les surfeurs. Bonsoir et bienvenue à tous. D'abord donc ce qui pourrait bien être une nouvelle bavure médicale dans un hôpital, cette fois à Évry, près de Paris. Il faut rester très prudent. Une mère de famille avait amené son enfant de 3 ans aux urgences. Le corps médical a diagnostiqué une gastro-entérite. Le garçonnet, ressorti quelques heures plus tard, est mort le soir même d'une infection pulmonaire. Fanny Stenler, Mourad Bouretima. Elle attend de faire son deuil pour décider si elle porte plainte. Son petit garçon, prénommé Innocent, aurait eu 4 ans le mois prochain. Il est mort lundi soir à l'hôpital. Il en était sorti quelques heures plus tôt avec un traitement pour une gastro-entérite. Pourquoi cette doctorate-là m'a dit de rentrer chez moi? Pourquoi elle n'a pas eu l'intention de me faire la prise de sang à l'enfant alors que l'infirmière avait mis des patchs anesthésiques à l'enfant? Pourquoi ils m'ont relâché? La justice a ouvert une enquête et commence à retracer le parcours médical de l'enfant. Il a d'abord été vu vendredi par un pédiatre. Il nous a affirmé qu'il n'avait rien remarqué d'inquiétant, une simple pharyngite grippale, plutôt banale même pour cette époque. Mais durant le week-end, l'état du garçon s'aggrave. Sa mère l'emmène aux urgences et décrit ses symptômes, vomissements et forte fièvre. J'ai dit mais il a fait des fortes fièvres, je l'ai mis du support à 7h08. Elle a même rigolé, elle a dit « Ah, mais vous êtes bien précise, hein ?» Je lui ai dit « Oui, parce que j'ai regardé l'heure avant de venir, je suis venue à pied, donc j'ai regardé l'heure. » Ce soir, l'autopsie conclut que le petit garçon est mort d'une infection pulmonaire. Le procureur d'Évry reste prudent, il est trop tôt selon lui pour conclure à une erreur de diagnostic. Toujours à propos de l'hôpital, le ministère de la Santé a publié aujourd'hui son classement annuel des établissements en matière de lutte contre les maladies nosocomiales. Pour bien en comprendre l'enjeu, voyez ces chiffres. On compte 13 millions d'hospitalisations chaque année en moyenne, durant lesquelles 700 000 infections sont contractées, des plus bénignes aux plus graves. Elles provoquent quelques 10 000 décès et on estime que la moitié pourrait être évitée. Alors ce classement est encourageant. Un hôpital sur 2 a une bonne note contre 1 sur 4 l'an passé, mais plus de 160 établissements sont épinglés. Voici pourquoi José Blanc-Lapierre, Jean-Jacques Le Garec. 5% de patients touchés par une infection nosocomiale. L'objectif est de faire diminuer ce chiffre. Depuis 2005, tous les établissements publics et privés doivent rendre des comptes sur l'hygiène des locaux et la sécurité des patients. Un classement permet de faire le tri entre les bons et les mauvais élèves. Cette année, 162 établissements sont épinglés pour absence de suivi après une opération. Parmi les plus importants, 10 centres hospitaliers répartis sur toute la France. Nous souhaitons travailler en toute transparence vis-à-vis du public qui a droit à ces informations. Parmi les hôpitaux sanctionnés, Niort, où l'on explique que les protocoles se mettent en place progressivement. Pas plus tard que ce matin, arrivait dans chaque chambre un gel désinfectant devenu obligatoire. Alors c'est une solution hydroalcoolique qui va permettre de désinfecter les mains des soignants, des patients et des usagers dans chaque chambre du service. À la direction de l'établissement, on se défend. Les informations demandées existent, il s'agit simplement d'un malentendu. Nous ne sommes pas mauvais, nous avons rendu une enquête 2 mois plus tard. On connaissait la règle du jeu, mais on l'a fait pour la bonne cause, parce que nous avions 2 études très importantes, 2 audits très importants en cours au bloc opératoire, notamment sur la préparation cutanée des opérés. Il fallait faire les choses dans l'ordre, on l'a fait dans l'ordre. Cette année, la liste des hôpitaux et des cliniques prises en défaut a diminué. Elle est passée de 300 à 162. La différence est qu'elle a été rendue publique.
L'économie avec la question du moment, celle des bonus des patrons. Le mouvement fait tache d'huile, ce sont maintenant les constructeurs automobiles, autre secteur aidé par l'État, qui sont en ligne de mire. Le président de Renault, Carlos Ghosn, indique qu'il ne touchera pas de bonus cette année. L'an dernier, cette prime se montait tout de même à 1 400 000 €. Hier, vous le savez, les patrons des plus grandes banques, mis au pied du mur, ont également indiqué qu'ils y renonçaient. Quels sont précisément ces bonus? À combien se montent-ils? Explication Jean-Paul Chapelle. Diane Richard. En gravissant les marches de l'Elysée hier soir, les patrons des banques ont dû faire le deuil de leurs bonus pour l'année 2008. Des rémunérations variables qui l'année précédente avaient atteint des sommets. Pour le patron de la BNP, 2 272 000 €, bien plus que son salaire fixe, 900 000 €. Le patron du Crédit Agricole, lui, avait touché 607 000 € de bonus en plus de son fixe, 920 000 €. L'an dernier, les dirigeants de la Société Générale avaient déjà renoncé à leur bonus en pleine affaire Kerviel. Mais en 2007, Daniel Bouton avait obtenu 2 millions d'euros de bonus, plus son fixe, 1 250 000 €. Des bonus conçus à l'origine pour récompenser la performance des dirigeants. Quand vous voyez qu'on demande aux salariés de faire un effort, même aux actionnaires qu'ils ne perçoivent pas de dividendes, que l'État lui-même est amené à mettre de l'argent, donc c'est l'argent des contribuables, ça me semble minimum que les dirigeants dont les résultats ne sont pas arrivés ne perçoivent pas de bonus. D'autres banquiers européens avaient déjà montré l'exemple, comme le patron de la Deutsche Bank qui a renoncé à plusieurs millions d'euros cette année, ou encore celui d'Unicredit en Italie. Aux États-Unis aussi, le patron de Merrill Lynch a finalement tiré un trait à regret sur son bonus 2008, 10 millions de dollars, près de 8 millions d'euros. Mais dans la banque, le bonus des dirigeants, c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans les salles de marché, certains gagnent plus que leur PDG. À la BNP, par exemple, une dizaine de traders vedettes touchent plus d'1 million d'euros de bonus chacun, des bonus qui, eux, n'ont pas été supprimés. Nous pensons que le problème il est beaucoup plus important au niveau du système financier et on aurait dû aller plus loin dans ce qui nous a amené cette crise financière et cette crise économique et voir quels étaient les moyens d'en sortir. Après les banques, ce sont maintenant les constructeurs automobiles qui sont dans le collimateur du gouvernement. En échange de l'aide financière de l'État, le patron de Renault vient de renoncer lui aussi à son bonus, 1 392 000 € en 2008. Le patron de Peugeot fait encore attendre sa décision. Il avait touché l'an dernier 995 000 €. Et à propos de la crise, sachez que le Parti socialiste a présenté par la voix de Martine Aubry son contre-plan de relance. Parmi les propositions, un chèque de 500 € aux plus modestes, une baisse d'1 point du taux de la TVA et une augmentation du SMIC de 3%. Bref, une relance axée en particulier sur la consommation. Coût total estimé par le Parti socialiste pour le budget de l'État, 50 milliards d'euros. Et à propos de politique, le climat s'est brusquement durci, je vous le disais, à l'Assemblée. Fait sans précédent, les députés socialistes ont manifesté à l'intérieur même de l'hémicycle. Ils ont aussi chanté la Marseillaise. C'est une réforme de la procédure qui a mis le feu aux poudres. Thierry Curtet, Mathieu Nivenglowski. Je vous en prie, Monsieur Brotte. Les députés de gauche au pied de la tribune entament la Marseillaise. Mais le président de l'Assemblée nationale continue l'examen du texte comme si de rien n'était. Incroyable face à face. Monsieur Cambadélis, 1160. Et lorsque le patron des députés socialistes, Jean-Marc Ayrault, veut des explications de Bernard Accoyer, le micro se coupe. Les socialistes s'emportent alors. Monsieur Bonneau, non défendu. Tous les yeux interloqués de la droite. L'origine de leur colère, l'UMP vient de mettre fin aux discussions qui vont limiter la durée des débats dans l'hémicycle. Aujourd'hui, les esprits ne s'étaient pas apaisés à gauche. Le pouvoir s'attaque à tout ce qui peut constituer l'expression d'un désaccord avec sa politique. On ne transformera pas l'Assemblée nationale et le Parlement en chambre d'enregistrement automatique des réformes sarkozystes. Et pour la première fois depuis 34 ans, les socialistes ont déserté l'Assemblée nationale lors des traditionnelles questions au gouvernement cet après-midi. Le Premier ministre tente de calmer le jeu. J'appelle l'opposition à la mesure. Nous n'allons pas rejouer indéfiniment la sempiternelle pièce du coup d'État permanent. Les Français ont aujourd'hui d'autres préoccupations. Après l'audiovisuel et le travail le dimanche, c'est le troisième texte qui provoque de très vives tensions entre les députés.
Et puis un mot d'une nouvelle venue au gouvernement. Chantal Joanneau, proche de Nicolas Sarkozy, remplace Nathalie Kosciusko-Morizet au poste de secrétaire d'État chargée de l'écologie. Elle a 39 ans, elle a longtemps conseillé le président de la République sur ces questions avant de présider l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Sa biographie nous signale aussi qu'elle a été 12 fois championne de France de karaté. En bref, un fait divers encore énigmatique. À Paris, une employée de banque de la Bred de 32 ans a été mortellement poignardée tout à l'heure par l'un de ses clients alors qu'elle fumait une cigarette devant l'établissement. L'homme d'une vingtaine d'années a été arrêté. Selon la police, il aurait eu la semaine dernière une vive altercation avec cette conseillère financière. Il souhaitait, semble-t-il, récupérer de l'argent d'une assurance vie. On n'en sait pas plus sur ses mobiles pour l'instant. Image signée José Boulestex. Un phénomène rare dans la région parisienne. Une drogue frelatée a provoqué une trentaine de surdoses ces dernières heures. Certaines victimes sont dans le coma. Après investigation, il a été établi qu'il s'agit d'héroïne coupée aux anxiolytiques. Les policiers sont remontés à la source. Elle vient d'un quartier de la ville de Stein, gangréné par le trafic et qui échapperait à tout contrôle. Enquête signée Aurélia Guillemin, Arnaud Comte et Valérie Lucas. Une descente de police en plein après-midi dans ce quartier sensible de Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis. L'urgence est là. Les forces de l'ordre, aidées de chiens renifleurs, veulent stopper la diffusion d'une drogue très toxique qui circule en Ile-de-France depuis quelques jours. Plusieurs victimes ont été découvertes dans cette rue, littéralement assommées au volant de leur voiture. Un petit sachet de drogue retrouvé dans la poche de l'une d'elles a très vite permis d'identifier le problème. C'est un phénomène nouveau. On est confronté à des doses qui sont vendues et qui sont composées à la fois d'héroïne, produit stupéfiant, et donc de Xanax, produit hautement toxique qui figure sur la liste E. Xanax, un anxiolytique qui, associé à l'héroïne, en a décuplé les effets secondaires. Détresse respiratoire et coma. Un mélange détonnant qui ne surprend pas les médecins. Dans les produits de coupe, on trouve n'importe quoi. Un dealer, il va prendre de la Morora, il va prendre de la farine, il va prendre ce qu'il trouve sous la main. S'il avait du Lexomil sous la main, il a pris du Lexomil ou du Xanax, il a écrasé, bouillé les comprimés, il a fabriqué des doses. Les dealers jouent donc les apprentis chimistes, rarement pour innover. Le plus souvent, c'est juste une question d'argent. À 1 gramme d'héroïne, vous ajoutez 1 gramme de farine, vous aurez 2 grammes et vous vendrez ces 2 grammes au prix de l'héroïne. C'est un simple calcul commercial qui fait qu'on est tenté de mélanger cette héroïne avec d'autres produits. Les toxicomanes victimes se seraient fournis à Pierrefitte ou dans ce quartier de Stein, le Clos Saint-Lazare, connu pour être un lieu d'approvisionnement. En 2007, une équipe de France 3 avait accompagné un acheteur. Rien de plus facile que de se fournir ici, juste au pied des immeubles. Moi, ça fait 15 ans, en tout. 15 ans que je vais au Clos. Et c'est jamais en panne. Et tu trouves quoi? De tout? De l'héroïne, de la cocaïne? Tout, hein. Ça peut être du shit, la bœuf, la coque, ce que tu veux. Et quand je te dis l'héros, c'est que t'as le choix. T'as la blanche, et la jaune et la marron. Là-bas, c'est la nouvelle plaque tournante, on va dire. C'était il y a un peu plus d'1 an, et si l'on en croit cette pharmacienne, rien n'a changé, au contraire. Ça, c'est donc une seringue à insuline que l'on utilise donc pour traiter le diabète, et les toxicomanes aussi l'utilisent pour s'injecter l'héroïne régulièrement. Et voilà. Vous en vendez beaucoup ici? On en vend, oui, effectivement, et on en vend de plus en plus, oui. Ouais. Pour certains élus, ces quartiers sont totalement sous le contrôle des dealers. Que si la police ou une personne étrangère essaie de pénétrer dans le quartier, il risque de recevoir un parpaing, un bloc de béton ou autre. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est une zone de non-droit. La commune demande des renforts policiers, mais pour l'heure, l'urgence est sanitaire. Il y a 26 victimes recensées, mais personne ne sait combien de sachets toxiques ont été achetés. Aux États-Unis, la fête est terminée. Barack Obama passe à l'action. Une première journée très chargée avec déjà des décisions. On va l'évoquer dans un instant. D'abord, retour sur les dernières images de cette cérémonie et notamment les quelques pas de valse du nouveau président et de son épouse, Amaury Guibert. La limousine présidentielle roule vers la Maison-Blanche, puis s'immobilise. Le président et son épouse terminent le trajet à pied pour les services secrets. Sueur froide garantie. Beaucoup plus sûr, la tribune avec vitres blindées où toute la famille prend place pour la traditionnelle parade d'investiture.
Des dizaines de fanfares, dont celle du lycée d'Hawaï où a étudié Barack Obama, qui salue à la manière des surfeurs. Cool. Les enfants, eux, finissent par trouver le temps long. Pour les parents, la soirée est loin d'être finie. Smoking noir et nœud papillon blanc pour lui. Robe du soir ivoire, laissant une épaule dénudée pour elle. Comment vous la trouvez, ma femme? 10 balles différents et à chaque fois l'assistance est conquise. Quelques pas de danse. Un moment de tendresse sous les yeux de l'Amérique. C'est le peuple américain réuni qui va guider nos actions et faire en sorte que nous relèverons les défis qui nous attendent. Au bal de l'armée, 2 militaires ont pu profiter d'un court instant de complicité présidentielle. Elle aurait sans doute tout donné pour être sur la scène. Au bal de la jeunesse, la salle est en surchauffe, les Obama accueillis comme des rockstars. Le couple esquisse un dernier pas de danse beaucoup moins guindé. Pour cette journée historique, ils se sont accordés la permission de minuit. Et ils se sont levés tôt ce matin. Bonsoir Alain Chalvron, vous êtes en direct à Washington. Barack Obama a pris une première décision. Toutes les procédures judiciaires sont suspendues à Guantanamo. Oui, effectivement, c'est le prélude à la fermeture, tout simplement, du centre de détention de Guantanamo. Mais ça n'est pas si simple de fermer ce centre de détention. Il y a encore là-bas 200-220 détenus qui sont absolument hors de cause, bien qu'ils soient là-bas depuis 6 ans ou 7 ans. On n'a rien à leur reprocher, mais voilà, ils viennent de pays comme la Chine, le Yémen ou bien l'Arabie Saoudite. On ne peut donc pas les renvoyer chez eux parce que, innocents ou pas, ils passeraient tout de même là-bas un mauvais quart d'heure et on ne se bouscule pas au portillon pour les recevoir. Alors par ailleurs, Alain, Barack Obama n'a pas chômé aujourd'hui, pas de temps mort à la Maison-Blanche. Non, alors il a d'abord dû sacrifier à la tradition une nouvelle cérémonie religieuse, celle-ci œcuménique. Et puis il s'est mis au travail, effectivement, et plongé tout d'abord dans le dossier du Moyen-Orient. Il a passé des coups de fil aux principaux dirigeants de la région. Cet après-midi, il aura une réunion avec les chefs militaires américains, en particulier ceux qui viennent d'Irak, pour mettre au point ce calendrier de retrait d'Irak qu'il a promis durant la campagne. Réunion aussi avec les conseillers économiques pour faire avancer son plan de relance de 825 milliards de dollars qu'il voudrait voir adopté par le Congrès dans le mois qui vient. Et entre-temps, il a pu organiser une petite cérémonie de prestation de serment pour les nouveaux collaborateurs de la Maison-Blanche, histoire de leur annoncer que leur salaire serait gelé avant même qu'ils commencent à travailler. C'est assez sympa quand même. Alain Chalvron à Washington. Merci Alain. Il est 20h15. À suivre, les prix du TGV augmentent. Air France baisse les siens sur les vols intérieurs. Le comparatif dans un instant. Que se passe-t-il sur les côtes australiennes? 4 attaques de requins, en fait 1 mort et 3 blessés en 2 semaines. Et puis pause ou retraite, Laure Manodou met un terme à sa saison sportive. Elle part aux États-Unis. Mais d'abord ce coup de gueule, il n'y a pas d'autre mot, du nouveau commissaire à la diversité nommé récemment Yazid Sabeg. Pour lui, la France est en train de se fractionner. Nous sommes sur la voie de l'apartheid, dit-il. La place des minorités évolue trop peu. Une déclaration fracassante qui ne passe pas inaperçue, bien sûr, en pleine Obamania. Voici une expérience à rebours de ce pronostic. On les appelle les dérouilleurs. C'est un réseau d'entraide pour trouver du travail. Ils rassemblent des enfants d'immigrés, souvent diplômés, voire très diplômés, mais qui voient généralement les portes se fermer devant eux. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nadia Hadjbouziane, Madi Diawara. Il est Bac+5, spécialité droit du travail. Mais avant de trouver un emploi, ce juriste a cherché pendant 7 ans. 7 années vécues comme autant de portes closes. C'était des portes blindées, il fallait des soutiens, des clés. J'ai pu en obtenir quelques-unes, qui m'a permis donc de les ouvrir. Et je l'ai fait après, parce qu'on m'a fait confiance, je l'ai fait assez aisément. La fin d'une période de doute sur ses capacités et sa place dans la société. Comment vous vous sentez aujourd'hui dans ce travail? Exister, être utile à quelque chose, servir. Ce poste, il l'a obtenu grâce à un groupe un peu particulier, les dérouilleurs. Les voici en pleine réunion de travail, côte à côte, des cadres de grandes entreprises françaises et de jeunes diplômés, tous issus de l'immigration. L'expression avait été reprise à des jeunes du nord de la France, et j'avais bien aimé la définition. Tu rouilles en bas des tours, tu dérouilles, tu prends ta destinée en main. On s'est rendu compte qu'on était dans une France des réseaux qui discrimine non pas forcément en raison d'une appartenance raciale, mais avant tout sociale. C'est certaines castes, moi je parle réellement de castes,
il y a des gens qui dominent et qui se reproduisent à travers les grandes écoles. C'est les élites, c'est les grandes écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les polytecniciens, les centraliens, les HEC, etc. Un réseau qui commence à prendre forme à chaque conquête d'un nouveau poste. Quelqu'un qui cherchait à rentrer dans une agence bancaire, un profil commercial. Et donc moi je travaille dans la DRH d'une banque. Il m'a envoyé son CV, sa lettre. Je l'ai un peu retouché. On a vu ça ensemble, on a un peu échangé. Et puis j'ai transmis sa candidature. Personne que je connaissais bien en recommandant, et puis ça a marché. Les dérouilleurs misent beaucoup sur une autre idée, les cocktails, comme dans les grandes écoles. Le but, créer l'annuaire des enfants d'immigrés, comme par exemple celui des anciens de Sciences Po. C'est pas un petit peu artisanal tout ça? Si, un peu, mais on s'en sort bien, les gens sont contents, c'est la 20e soirée. Et pendant la soirée, vous essayez de discuter, de faire connaissance. Grâce à ces cocktails, plus de 300 dérouilleurs ont trouvé un emploi. Le réseau est passé de 40 à 4000 membres en 4 ans. Ses ramifications atteignent Londres, New York et Dubaï. Une fois l'embauche acquise, dérouilleurs et dérouillés ne se perdent pas de vue. Voici la marraine de Mohamed Selam, le juriste, une dérouilleuse qu'il a recommandée et s'est portée garante. Angolais. On était presque les héritiers de nos parents, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on prenne leur place dans les usines ou dans les chantiers. C'était évident. On était préparés à cela. D'accord? Mais tout à coup, il y a un petit bouleversement qui arrive. Finalement, on ne raisonne plus comme nos parents, on ne travaille plus comme nos parents, on ne pense plus comme les parents, on n'est plus des bénis oui-oui. On se sent français, on se sent intégré. Nos rêves, nos cauchemars, on les fait en français, hein, on ne les fait pas en allemand ou en arabe ou en une autre langue, on les fait en français. Donc quand on essaye de travailler, d'aller à l'université, il y a un petit quelque chose qui dans le système qui n'a pas suivi, il y a un déraillement. On ne comprend pas, qu'est-ce que vous faites là? C'était ma manière aussi de contribuer un petit peu au dysfonctionnement étatique et puis aux discriminations que pouvaient subir pas mal de personnes. Donc c'est pas un réseau d'entraide communautaire, mais donc c'est un réseau d'entraide qui vient pallier un petit peu à ces dysfonctionnements-là, quoi. En plus, leur but finalement, c'est que pour la prochaine génération, tout ceci aille de soi. En bref, un hommage aux 8 soldats français tués au Gabon lors d'un accident d'hélicoptère. Les corps ont été rapatriés aujourd'hui. Le président de la République qui était sur place à Orly a rendu hommage à leur engagement et exprimé la solidarité de la nation. Cette annonce d'Air France, la compagnie indique que le prix des vols intérieurs en France donc va baisser. Ces derniers jours, la SNCF avait au contraire annoncé une augmentation des prix du TGV. Cette concomitance n'est sans doute pas une coïncidence. Alors, qui est désormais le moins cher? Élément de réponse avec Caroline Thébault et Christophe Vignal. Coût total du billet, 1 483 €. Peu importe le prix, pour l'étranger, ce voyageur choisit l'avion. Mais dès qu'il s'agit de se déplacer en France, le calcul est sans appel, c'est le train. J'ai un aller-retour Aix-en-Provence-Paris à 130 € en première fréquence, donc ce qu'on appelle la fréquence, l'abonnement. Je pense que si je prenais l'avion, ça serait plus du double, voire le triple. C'est justement pour concurrencer le TGV qu'Air France met en place de nouveaux tarifs. Le meilleur rabais, c'est sur l'aller-retour Paris-Biarritz. Le prix d'appel passe de 236 à 176 €. 60 € de moins pour réduire l'écart avec la SNCF, 107 € en tarif loisir. 60 € de moins pour surtout concurrencer la compagnie à bas coût EasyJet qui dessert aussi le Pays Basque. Autre trajet, Paris-Marseille. Mais là, le prix d'appel ne va baisser que de 2 €, s'alignant sur le tarif loisir du TGV. Une guerre des prix, sans vainqueur. Il y a tellement de tarifs qui sont applicables, que ce soit dans le train ou dans l'avion, que c'est vrai qu'à un moment déterminé, le passager doit réfléchir, regarder, trouver. Même si elle profite de la baisse du prix du pétrole, Air France ne touchera pas à la surcharge carburant. Un supplément de 30 € pour tous les vols intérieurs. Une amorce de durcissement au second jour de la grève générale en Guadeloupe. Hier, plus de 3000 personnes ont manifesté dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, un des 2 ponts qui relient Grande-Terre à Basse-Terre a été bloqué. Un mouvement contre, je cite, la vie chère. Une histoire étonnante maintenant, celle d'un Américain en France, et pas n'importe lequel. Il s'appelle Curtis Roosevelt. Oui, vous avez bien entendu, il est tout simplement le petit-fils de l'ancien président Franklin Roosevelt, et il a vécu toute son enfance à la Maison-Blanche avec ce grand-père dont il se souvient bien. Aujourd'hui, il vit dans le Gard, et en ces temps d'alternance à Washington, il nous livre ses souvenirs. Stéphane Despinois, Benoît Jourdan.
Le jardin n'est plus aussi grand qu'à la Maison Blanche, mais les souvenirs, eux, sont intacts. Curtis Roosevelt, le voici quand il avait 3 ans. Il est le plus jeune enfant à être entré dans le palace présidentiel. Un incroyable destin lié à son grand-père, Franklin Delano Roosevelt. À l'époque, les 120 pièces étaient ni plus ni moins que son terrain de jeu. Nous avons grandi dans un environnement privilégié. Le Grand Parc, qui est maintenant ouvert au public, c'était ma maison. Le petit Curtis est ici avec sa sœur Anna sur le toboggan. Dans l'Amérique des années 30, il devient vite la mascotte, surnommé Buzzy. Il secoue le protocole. Curtis Roosevelt se souvient, au réveil, il descendait d'un étage et débarquait dans la chambre du président. Autour de lui, il y avait déjà ses proches conseillers, planifiant la journée de travail. Mais dès que ma sœur et moi arrivions, la séance de travail s'arrêtait. Et mon grand-père s'occupait de nous. Depuis 10 ans, le descendant du célèbre président est installé dans un petit village du Gard. Hier, bien sûr, il n'a pas raté l'investiture d'Obama, un moment de fierté et d'histoire. Il a déjà un rapport particulier avec les gens, le genre de rapport que mon grand-père, Franklin Roosevelt, avait. Il ne s'est pas toujours aperçu qu'il vivait au cœur du pouvoir. Au total, Curtis Roosevelt a vécu 12 ans à la Maison-Blanche. Il a donc vécu plusieurs investitures, car son grand-père, très populaire, a fait 4 mandats. Avec les années, l'ancien petit Buzzy est devenu le gardien de la mémoire du clan. Direction l'Australie maintenant. Là-bas, c'est la pleine saison, une période de vacances estivales. Tout le monde est sur les plages, une période troublée par les requins. On recense 4 attaques en 2 semaines. Elles ont fait 1 mort et 3 blessés parmi les plongeurs et les surfeurs pour des raisons encore inélucidées. Perrine Bonnet, Frédéric Faure. Jonathan Bird a l'allure d'un acteur, mais c'est un rescapé, un vrai, d'un scénario digne des Dents de la Mer. Un requin a happé la jambe de ce surfeur australien. Une attaque éclair de quelques secondes. J'ai rien vu venir. Il m'a frappé. Frappé fort. Il m'a presque sorti de l'eau. C'était comme une sorte de rodéo. Anna Migal, 13 ans, elle aussi n'en revient pas. Depuis une semaine, elle exhibe soulagée sa planche de surf déchiquetée par un squale. 2 autres attaques, dont une mortelle, ont eu lieu en l'espace de 15 jours en Australie. De quoi créer une psychose en pleines vacances d'été. Mais pour ce spécialiste français des requins, qui revient tout juste d'une mission sur place, il faut relativiser. Sur les 60 dernières années, en Australie, on enregistre un peu plus d'1 attaque par an. Ça, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des années sans attaque, puis des années où il peut y en avoir 3 ou 4 ou même plus. Donc là, on est une année où on aura 4 attaques, puis peut-être l'année prochaine, on n'en aura pas. Au cours des 2 derniers siècles, environ 200 personnes ont succombé à des attaques de requins dans les eaux australiennes. Ces prédateurs font peur, et pourtant il y a des tueurs d'hommes bien plus performants, les abeilles par exemple. Quand l'histoire rencontre la science, une exposition qui s'est ouverte aujourd'hui à Paris permet de comprendre à quoi ressemblait Lutèce. Les spécialistes ont pu reconstituer le Paris d'autrefois en 3 dimensions. Daniel Wolfram, Frédéric Pasquette. De Lutèce, on nous a forgé cette image d'Épinal. Un village gaulois, un de plus, blotti dans l'île de la Cité vers laquelle nos 2 héros vont se diriger. Oui, mais voilà, aucune fouille archéologique n'atteste cette présence gauloise. Bien au contraire, Lutèce, dès son origine, est une cité romaine. En témoigne ce plan damier bien caractéristique. Ce quadrillage permet d'insérer tout un réseau de rues, d'égouts et à terme d'implanter tous les monuments qui font une ville romaine. La rue Saint-Jacques aujourd'hui, dès l'époque romaine, c'était le principal axe nord-sud. À son apogée, Lutèce comptait 5 à 10 000 habitants répartis autour de cette voie. Mais pourquoi la ville s'est-elle dessinée autour de cet axe-là? Parce que c'est un axe de franchissement qui est pratique, il est juste perpendiculaire à la Seine et il bénéficiait d'îlots. Donc c'était des piles de ponts naturels qui ont favorisé donc ce franchissement. Le forum, un centre politique et un grand marché. Les arènes, la scène pour les spectacles, tous reconstitués. Et voilà ce qui faisait tout le confort des thermes romains. C'est une piscine d'eau chaude qui faisait partie du circuit du bain romain. Et à côté, il y avait un local technique avec un réservoir d'eau froide qui alimentait 2 chaudières qui permettaient de chauffer le sol de la piscine et l'eau pour la piscine. Les ruines de ces thermes aujourd'hui, bien difficile d'imaginer au cœur du quartier latin ce qui faisait la splendeur du Lutèce romain.
S'agit-il d'une pause ou d'une retraite peut-être définitive? C'est en tout cas le dernier épisode du feuilleton Laure Manodou. Elle annonce qu'elle met un terme à sa saison et qu'elle part aux États-Unis. Christophe Duchiron, Benoît Jourdan. Mercredi à la piscine, c'est le jour des enfants. Normalement, le mercredi, Laure Manodou s'entraîne, mais aujourd'hui à Marseille, elle n'était pas à l'entraînement et demain, elle n'y sera pas non plus. En quelque sorte, Laure fait la grève du chlore, comme elle l'indiquait ce matin dans un communiqué. Heureusement, son président de club est un patron compréhensif. Vous savez, elle a tellement donné à la natation française, elle a tellement travaillé pendant 10 ans, pratiquement depuis l'âge de 12 ans, pour arriver à aujourd'hui, que je ne trouve pas normal qu'elle respire un petit peu et qu'elle souffre. Aux Jeux de Pékin, à bout de souffle et d'ambition, Laure Manodou avait touché le fond de la piscine. Elle avait mal partout. Mal aux bras, mal aux jambes, mal au cœur et surtout mal à son orgueil. Je suis déçue et je me demande même si ça s'arrête de continuer, quoi. Après Pékin, déjà, elle avait pensé faire une petite pause syndicale, histoire d'échapper aux cadences infernales de l'entraînement et aux petits carreaux monotones de la piscine. Mais en septembre, Laure Manodou signe à Marseille. Elle change encore de club, d'entraîneur et de fiancé. Avec l'envie de bien faire, au lieu de quoi elle va traîner 4 mois durant sa misère en compétition. Championne au palmarès exceptionnel et aux atermoiements à répétition, Laure va-t-elle s'arrêter ou revenir plus forte? Laure est vraiment un phénomène aquatique extraordinaire, une compétitrice hors pair. Si la tête va bien, il n'y a rien qui l'empêchera de réussir. Mais il faut que la conviction soit profonde et soit là. Aux dernières nouvelles, elle est partie aux États-Unis avec son fiancé. C'est le début de ses grandes vacances. Et puis une image de tennis à Melbourne avec l'exploit du vétéran Fabrice Santoro, 36 ans, s'est qualifié en 5-7 pour le 3e tour de l'Open d'Australie au terme d'un match marathon face à l'Allemand Kohlschreiber, et ce malgré, vous le voyez, les crampes. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le climat politique s'est brusquement durci, notamment à l'Assemblée. Les députés socialistes ont manifesté à l'intérieur même de l'hémicycle et chanté la Marseillaise. Ils se disent bâillonnés par la réforme de la procédure. L'UMP parle de théâtralisation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko. 20h35, un téléfilm inédit, État de manque. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.